Est-ce qu'Alphabet est une opportunité au cours actuel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre pendant cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du géant technologique américain. Donc principalement l'activité c'est le search, la recherche sur internet, mais évidemment il y a bien d'autres activités, il y a YouTube, il y a Google Cloud Platform, etc. Donc très diversifié finalement. On voit que le cours de l'action il est, il poursuit sa trajectoire haussière entamée depuis 10 ans. La publication de d'hier a été quand même bien reçue. Là, on voit que le cours a bien, continue de monter. Donc peut-être qu'il y a un bon timing à avoir sur Alphabet. On va se pencher sur ça. Donc on regarde l'évolution du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur 18 de croissance du chiffre d'affaires. Forte croissance quand même. Néanmoins, il faut regarder que depuis quelques années, donc on est sur une, un taux de croissance qui est quand même un peu plus faible, mais ça reste honorable, hein, on est autour des 13. On a bien ralenti quand même sur 2022-2023, mais maintenant on est sur un meilleur momentum de croissance. Donc bonne croissance, globale. Il y a des acquisitions évidemment pour booster cette croissance avec un peu de croissance externe, mais on voit qu'il y en a que 78 milliards d'acquisitions sur 10 ans. Donc au final, heu, c'est principalement de la croissance organique, hein, sur Google. Alors depuis les 20 ans par contre, je crois que les acquisitions, il y en a plus que ça, voilà, 176 milliards. Bon, on est toujours sur une boîte qui a beaucoup de croissance organique. Le marché est spéculé sur une éventuelle mort de l'activité de search remplacée par l'intelligence artificielle. C'est pas ce qu'on semble voir, dans les chiffres actuellement. Donc plutôt bien. Donc on fait de la croissance, ce qu'on veut voir, ce sont des taux de marge en augmentation, ce qui veut dire qu'on gagne des parts de marché et qu'on continue à améliorer l'efficience opérationnelle. On voit que le taux de marge brut, lui, il n'est pas en augmentation sur 10 ans, hein, il est plutôt en baisse même. Donc là, ça se reprend depuis, 2020. On est presque au niveau d'avantage concurrentiel, c'est-à-dire 60. Bon, on va dire que c'est quand même très, très raisonnable, hein, comme niveau. Pour le taux de marge d'EBITDA, là, c'est encore mieux. Là, on est au plus haut depuis 10 ans, peut-être même au plus haut depuis, on est au plus haut depuis donc c'était allez, en 2011 qu'on a eu ce niveau-là. Donc, on est au plus haut depuis, 14 ans, ce qui est bien, hein. Donc on a beaucoup amélioré l'efficience opérationnelle sur les 10 dernières années et donc ça se voit dans le taux de marge et ça a entraîné aussi le taux de marge net. Donc on maintient l'efficience, financière et fiscale ici, avec un taux de marge net qui est à 31. C'est énorme, hein, un taux de marge net à 31. C'est à 10 luxe et voire même plus, hein, donc c'est du logiciel, quoi, hein, donc très, très bonne, performance sur les marges du côté de Google, il y a pas de souci à se faire à ce niveau. Il faut aussi regarder jeter un coup d'œil sur les marges de free cash flow. Alors là, on voit quelque chose et on commence à avoir une divergence et là, c'est en fait l'augmentation des dépenses en capital dans tout ce qui est IA. Donc dans les infrastructures notamment, c'est très intensif en capital, hein, l'intelligence artificielle, il faut des GPU notamment. Il faut aussi, et donc certains, commencent à investir même dans leur propre centrale, électrique. Bon, donc ça impacte les free cash flow et il se trouve qu'à 18 et en plus, il y a des stock-based compensation sur Google, donc il faut les retraiter des free cash flow, normalement. Donc ce taux-là, il est même, surévalué. Bon, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Ici, on voit que donc c'était à peu près parallèle depuis, jusqu'à 2024, c'était à peu près équivalent jusqu'à 2024. Maintenant, on commence à voir la divergence et c'est pour les raisons que j'ai évoquées, augmentation de la dépense en capital. Alors d'abord, on regarde, est-ce que Google a un BFA négatif? Oui, excellent, hein. Donc Google est bien positionné dans le rapport de force par rapport à ses clients et à ses fournisseurs. Ça veut dire que ses clients doivent payer Google avant que Google ne paye ses fournisseurs. Très bien, donc ça permet de financer les opérations, les activités quotidiennes sans que Google ait à injecter de cash pour, faire tourner les opérations. Donc ça, c'est très bien. Est-ce que ce BFR, il est en amélioration? Oui, on va dire, plutôt, moins 87 milliards d'amélioration du BFR depuis 10 ans. Donc excellent. Ensuite, la dépense en capital face aux dépréciations et amortissements. On est sur une dépense en capital de 1,18 depuis, 10 ans. 404 milliards de dépréciations et amortissements et on a 406 milliards de other non-cash items. Donc ici, il y a aussi potentiellement des dépréciations et amortissements, donc il faudra retraiter tout ça. Il y a quand même 200 milliards pardon, d'écart si on somme les deux ici. Bon, mais là, vous avez votre différence en fait, avec, les bénéfices nets.
Donc, augmentation de la dépense en capital assez forte depuis, quelques années, hein. Ça s'accélère. Enfin, ça a toujours été le cas, mais ça s'accélère depuis 2024. Donc, on investit massivement dans l'appareil productif et c'est une bonne idée parce que, en fait, l'IA, c'est un potentiel de croissance énorme. Donc, il faut mettre l'appareil productif, il faut le dimensionner pour répondre à la demande qui arrive. Donc, très bonne, initiative de Google à mon avis. Pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser les free cash flow, mais les free cash flow ici sont biaisés par les stock-based compensation, donc il faut retrancher les stock-based compensation. D'ailleurs, on peut regarder à quel niveau se trouvent ces stock-based compensation. On est à 6,3% par rapport au chiffre d'affaires. Donc les stock-based compensation, ce sont les stock options qui sont donnés aux salariés de Google. Donc ça, évidemment, quand on les donne, ça n'a pas d'impact cash, mais au moment où c'est exercé, évidemment, ça a un impact. Donc il faut traiter les free cash flow de ces stock-based compensation. Donc le chiffre qui est là, il est incorrect. Bon, si vous voulez pas avoir trop de problèmes, on peut aussi valoriser en utilisant l'EBITDA et en utilisant la valeur d'entreprise sur l'EBITDA. Bon. Ou le PER. En fait, vu que c'est quand même assez proche, on peut utiliser le PER à la limite. On va regarder maintenant la rentabilité opérationnelle. Si on prend le rendement des capitaux investis sur 10 ans, on est à 15%, sur un bon niveau, hein, mais là, on est à un niveau exceptionnel maintenant, hein, à 26% de rendement des capitaux investis. Donc, c'est bien au-delà de la croissance organique. Donc, Google est une machine à générer du cash incroyable, hein. Donc, elle peut faire des acquisitions avec le cash qui est dégagé, rembourser la dette s'il y en a, et rémunérer l'actionnaire, évidemment, avec l'excès de cash. Donc, ça, c'est très très bien. L'endettement, il est nul, mais par contre, on commence à avoir la trésorerie qui fond un petit peu, hein. Donc ça, c'est bon, c'est pas une mauvaise chose. S'ils rendent du cash aux actionnaires ou s'ils trouvent des opportunités de croissance. En attendant, ces placements de trésorerie, bon, ils ont rapporté sur 10 ans, 88,5 milliards. Donc ça, c'est très bien, ça a un peu amélioré le résultat financier. Alors, d'un autre côté, c'est un coût d'opportunité parce que les placements de trésorerie pour Google, ils doivent être peut-être à 3 ou 4. Le dollar actuellement est rémunéré à 4. Bon, un actionnaire, lui, il aurait pu placer ce cash et obtenir du 6-7 s'il place sur, je sais pas, le S&P 500 par exemple, il se prend le ETF S&P 500, il a du 7-8. Donc ça a intérêt quand même, ça a pas l'intérêt d'accumuler de la trésorerie sans qu'elle elle bouge pas, quoi. Il faut le rendre aux actionnaires, on trouve les opportunités d'investissement. Bon, donc en tout cas, le bilan est très solide. On peut regarder la rémunération de l'actionnaire maintenant. Vous avez donc 66 milliards, 67 milliards de free cash flow. Bon, modulo les stock-based compensation. Et vous avez un dividende qui commence à être payé quand même depuis quelques années. Là, on est à quasiment 10 milliards. Donc, bon, ça vous fait un rendement qui est ridicule de 0,2%. Mais là où Google retourne de l'argent aux actionnaires, c'est via rendre l'argent aux actionnaires, c'est via les rachats d'actions, donc qui sont structurels depuis 2019. Et ça, c'est excellent. Ces actions, elles sont annulées, hein, derrière, la plupart. Enfin, ils en donnent une partie aux salariés, mais ces actions sont également annulées, ce qui réduit le capital et donc augmente la part de bénéfices pour chaque actionnaire. On est sur 3% de rendement d'actionnaire. Sur du Google, 3% de rendement d'actionnaire, c'est quand même intéressant. Maintenant, vous avez pu en avoir, vous auriez pu avoir du 5% en rendement d'actionnaire sur Google en 2023, quand tout allait mal, évidemment. Maintenant que ça va un peu mieux, la rémunération d'actionnaire baisse un peu, hein. C'est normal, puisque le prix de l'action a un petit peu baissé. Bon, niveau rémunération d'actionnaire, du coup, c'est pas si mal, hein, Google. Vous allez avoir une augmentation du dividende. Il est bien couvert, hein, quel que soit le niveau des free cash flow, même si c'est pas exactement à ce niveau-là. Vous êtes même pas un sixième des free cash flow ou un cinquième si on retraite des free cash flow pour le dividende, donc il est très soutenable et il va augmenter tranquillement. On peut regarder maintenant la valorisation. Alors, bon, on va regarder un price to free cash flow, même si c'est un peu faux quand même. On est sur 30 en médiane de price to free cash flow. À l'heure actuelle, on est à 35. Donc, c'est quand même, à mon avis, un peu trop tard d'un point de vue timing. Si on regarde un price earning, là, il y a une décote. Alors, est-ce que, vu que Google fait la dépense en capital, les free cash flow sont bas et donc le price to free cash flow est élevé, mécaniquement. Mais c'est pour l'avenir, c'est pour la croissance. Donc, peut-être qu'on peut regarder le price earning. Et si on regarde le price earning, on est décoté. Parce que la médiane de price earning, elle est à 29. À l'heure actuelle, on est à 20,5. Donc là, vous avez quand même une bonne décote, hein. Vous avez 30-40% de décote par rapport à ce multiple, toujours. On peut même regarder un valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, bon, c'est un peu moindre, hein. Je pense que c'est le ratio le plus stable, hein, le plus pertinent pour Google, ça va être la valeur d'entreprise sur EBITDA parce que
Bon, ou alors là, on peut regarder, la market cap sur EBITDA, hein, puisqu'il y a pas de dette. Mais bref, vu qu'il y a les dépenses en capital maintenant, vont augmenter, je pense qu'il vaut mieux regarder ce multiple-là et on a quand même une décote, hein. Vous êtes sur, 17,3 en médiane de VE sur EBITDA, sur 10 ans. À l'heure actuelle, on a 15,6. Donc ça nous donne, bon, c'est pas énormément comme décote, mais ça vous donne, 10%. 10% sur du Google, qui est quand même une boîte, qualitative, qui a une énorme rentabilité, une bonne croissance. Donc, bien sûr qu'il y avait une opportunité ici, à 142 €, à 142 pardon. À l'heure actuelle, le prix n'est toujours pas mauvais pour Google, hein. Je pense que pour une optique long terme et vous allez avoir de la croissance long terme sur Google puisqu'ils vont profiter de l'IA, quoi qu'on en dise. Donc je pense qu'il y a toujours un bon timing pour entrer sur Google au cours actuel, si vous êtes intéressé par le domaine et si vous faites vos propres recherches. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, mais pour le long terme, aucun problème sur Google. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.